bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire commence cette fois-ci dans les profondeurs du monde souterrain d'Elbaf. Le corps de Loki montre progressivement des signes de rétablissement. La nourriture qu'il a consommée commence à restaurer son énergie, bien que son état reste loin d'être optimal. Luffy, qui se trouve près de lui, semble détendu, profitant des restes de nourriture disponibles. Loki remarque que leurs provisions diminuent rapidement, ce qui le contrarie quelque peu, surtout en voyant que la majeure partie a été dévorée par Luffy. Sanji, qui observe depuis le début la situation et les conversations autour de lui, décide de ne pas rester inactif. Bien que Loki n'ait pas une bonne réputation et qu'il ne le connaisse pas personnellement, Sanji ne peut pas tolérer que quelqu'un reste affamé. Il décide alors de retourner dans la forêt souterraine, cette fois accompagné de Zoro et Goldberg, pour chasser davantage d'animaux. La présence de Stanson, qui se joint à eux, renforce leur confiance en leur capacité à rapporter plus de provisions. Pendant que ce groupe s'éloigne, Loki, se sentant de plus en plus stable, entame enfin une discussion sérieuse avec Luffy. Il lui rappelle l'accord qu'ils ont conclu par le passé, un accord qui concerne sa liberté, en échange d'informations cruciales sur une personne que Luffy recherche activement. Après avoir senti son corps commencer à se rétablir, Loki a exprimé son véritable désir. Il ne cherchait pas seulement à être libre pour le simple plaisir de la liberté, mais aussi pour accomplir sa vengeance contre les chevaliers sacrés. Les blessures du passé demeuraient profondément ancrées dans sa mémoire, leur traitement humiliant, les chaînes et la façon dont il l'avait rabaissé comme s'il n'était rien. Pour lui, ils avaient dépassé les limites. De plus, Loki était convaincu que les chevaliers sacrés tramaient actuellement quelque chose de maléfique à Elbaf, et cela ne pouvait être toléré. Ajrudin a immédiatement réagi. Il ne pouvait rester silencieux face à la détermination de son frère cadet. Il lui a rappelé que Loki lui-même était autrefois connu comme un fauteur de troubles à Elbaf. Alors, pourquoi prétendait-il maintenant avoir le droit de juger que d'autres étaient dans l'erreur? Loki n'a pas nié son passé. Cependant, selon lui, les dégâts qu'il avait causés à l'époque n'étaient que des espiègleries limitées à son propre territoire. En revanche, si le chaos venait de l'extérieur, notamment des agents du gouvernement mondial, cela constituait une forme d'oppression inacceptable. Pour Loki, cette distinction était cruciale. Ajrudin commençait à comprendre la logique de son frère. Pour Loki, les habitants natifs avaient des limites dans les troubles qu'ils provoquaient, des troubles qui restaient ancrés dans l'esprit de leur foyer. Mais si des forces étrangères semaient le chaos, cela représentait une trahison envers leur terre natale. Luffy commençait à douter. D'un côté, il voulait tenir sa promesse, un principe qu'il a toujours défendu. Mais le souvenir des événements précédents, lorsque Loki avait presque été libéré et avait invoqué la foudre, le faisait réfléchir à deux fois. Il se tourna vers Ajrudin, qui, depuis le début, s'était opposé à l'idée de libérer Loki. Pourtant, cette fois, l'attitude d'Ajrudin était différente. Il semblait plus calme. Il déclara que la décision finale appartenait à Luffy. Depuis longtemps, il avait confié toutes les décisions à Luffy. Ajrudin demanda simplement une chose. Si Luffy décidait de libérer Loki, il devait en assumer l'entière responsabilité. Mais avant que cette décision ne soit prise, Ajrudin formula une dernière demande. Il voulait entendre la vérité directement de la bouche de Loki, à propos de la mort du roi Harald, leur père. Une question ancienne qui n'avait jamais trouvé de réponse. Loki ne semblait pas surpris. Il sourit même, comme s'il avait attendu ce moment. Calmement, il déclara que les rumeurs qui circulaient jusqu'à présent n'étaient que des mensonges. Oui, il avait tué le roi Harald, mais pas pour semer le chaos ou pour suivre le fruit du démon légendaire. Il y avait une autre raison, une raison bien plus grande et bien plus choquante. Pendant que des discussions sérieuses ont lieu entre Loki et Luffy, l'histoire se déplace vers la jungle des profondeurs du monde souterrain d'Elbaf. Sanji, Zoro, Goldberg et Stanson y sont arrivés avec un objectif clair, chasser davantage de viande pour renforcer leurs réserves alimentaires. Zoro, fidèle à lui-même, ne perd pas de temps. Avec des coups de sabre rapides et précis, il abat plusieurs Grugizas, des créatures massives à la peau dure, réputées presque impossibles à blesser. L'habileté de Zoro laisse Stanson bouche bée. Pour un géant comme lui, voir un humain abattre un tel monstre est une scène rarissime. Cependant, selon Stanson, les Grugizas ne sont pas les meilleures proies. Il mentionne l'existence d'une autre créature, encore plus puissante, mais dont la viande possède des propriétés régénératrices exceptionnelles. Convaincu des compétences de Zoro, Stanson est sûr que ce dernier peut vaincre cette créature. Attiré par le défi, Zoro décide sans hésiter de partir à la recherche de cet animal.
Le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt, jusqu'à découvrir une immense cavité dissimulée derrière les buissons et les arbres anciens. Ce n'était pas qu'une simple ouverture dans le sol, mais une porte menant au niveau le plus profond d'Elbaf, une région oubliée depuis longtemps. Autrefois, Elbaf se composait de 4 grandes régions, le monde fondamental, le monde inférieur, le monde solaire et le monde céleste. Cependant, avec l'élévation continue du niveau de la mer au fil des siècles, le monde fondamental a été complètement submergé, ne laissant accessible que 3 régions aux êtres vivants. On croit que ce grand gouffre est la seule entrée menant à cette région engloutie. Goldberg a ensuite révélé une vieille rumeur. Dans le monde fondamental désormais caché, on raconte qu'il existe de nombreux trésors encore jamais découverts. Parmi eux, on évoque même un second fruit du démon légendaire d'Elbaf. Le premier a été consommé il y a longtemps par Loki, lui conférant le pouvoir d'invoquer la foudre. Mais le second serait encore enfoui dans les ruines du monde le plus profond, attendant d'être trouvé par quelqu'un d'assez courageux ou téméraire. Malheureusement, personne n'a jamais réussi à atteindre cet endroit. La profondeur, la pression et l'obscurité y sont trop extrêmes. Même Loki, avant d'acquérir son pouvoir actuel, avait tenté d'y entrer. Cependant, son essai fut un échec, et il finit par choisir un autre fruit du démon, conservé dans le palais d'Elbaf, plus facilement accessible. Aujourd'hui, avec de nouvelles forces et une détermination renouvelée, ainsi que la confiance dans les capacités de Zoro, une nouvelle possibilité se dessine. Les secrets du monde fondamental d'Elbaf seront-ils enfin révélés? L'histoire se déplace ensuite vers un vieux bar situé dans le port d'Elbaf. Là-bas, l'atmosphère est initialement calme. Un géant, propriétaire du bar, savourait tranquillement sa boisson lorsque soudain, une explosion retentit dans les airs, venant d'en haut. La détonation était si forte qu'elle fit trembler les verres sur les étagères. Le propriétaire du bar soupçonna qu'un chaos avait éclaté dans le royaume du soleil. Saisie d'inquiétude, une femme qui gérait également le bar se précipita vers le Dendenmushi pour contacter ses camarades. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre l'appareil de communication, la porte du bar s'ouvrit brusquement et un pêcheur géant entra en état de panique. Il annonça qu'un navire mystérieux s'approchait du port. Ce navire, au style étrange et de taille immense, semblait appartenir à une personne importante, quelqu'un qui jouerait un rôle clé dans la grande histoire d'Elbaf. Pendant que la tension montait au port, dans le royaume du soleil, une bataille féroce faisait rage. Gunko affrontait Jinbei, Nami, Usopp et Brook dans un combat acharné. Bien que ses adversaires soient en supériorité numérique, Gunko montrait une force impressionnante. Il lançait des attaques incessantes, forçant ses ennemis à se défendre désespérément. Cependant, un détail étrange est apparu durant ce combat. Brook, le musicien squelettique, n'a jamais été ciblé par les attaques. Bien qu'il se trouvait en première ligne, Gunko semblait délibérément l'ignorer. En réalité, Gunko était un grand admirateur de Brook depuis longtemps. Il avait mémorisé ses chansons et le considérait comme une légende, au point de ne pas pouvoir se résoudre à lui faire du mal. Au loin, 2 silhouettes mystérieuses observaient calmement le déroulement de la bataille. Il s'agissait de Somers et Gillingham, 2 des chevaliers sacrés. Somers constatait que la puissance des ennemis était plutôt redoutable. Bien qu'il aurait pu intervenir, il choisit d'attendre le moment opportun pour agir. Ils engagèrent ensuite une discussion sur la situation à Maridgeoise. Gillingham, d'un ton posé, exprima sa conviction que la situation allait bientôt s'améliorer. Il mentionna que leurs alliés avaient commencé à se mobiliser, y compris une figure de renom qui venait de refaire surface. Shamrock, l'une des forces les plus puissantes du gouvernement mondial. De son côté, Somers exprima son irritation envers le groupe révolutionnaire. Selon lui, les actions de l'armée révolutionnaire avaient plongé les Tenryubito dans une crise alimentaire et un état de peur. Il nourrissait le désir d'affronter un jour Dragon en personne, le leader révolutionnaire considéré comme la plus grande menace pour le gouvernement mondial. Cependant, Gillingham rappela rapidement à son camarade que Dragon n'était pas un ennemi ordinaire. Il avait déjà vaincu l'un des chevaliers sacrés lors d'un combat passé, un incident qui avait poussé le gouvernement mondial à rester constamment sur ses gardes depuis cet événement. Après avoir discuté de la situation à Maridgeoise, Somers et Gillingham abordèrent un autre individu qui préoccupait grandement le gouvernement mondial, Sabo, l'empereur de feu. Des rumeurs sur la survie de Sabo après la destruction du royaume de Lulusia commençaient à se répandre discrètement. Certains témoins affirmaient l'avoir aperçu réapparaître brièvement à bord d'un navire. Le fait que Sabo ait vu de ses propres yeux, l'existence d'Imusama faisait de lui une cible prioritaire à éliminer à tout prix. Le gouvernement mondial ne pouvait tolérer qu'une seule personne reste en vie avec un tel savoir. L'histoire nous emmène ensuite au monde céleste d'Elbaf, la région la plus haute et la plus luxueuse des 4 mondes d'Elbaf, où les nobles géants vivent dans l'opulence et l'arrogance. Dans un château s'élevant au-dessus des nuages, une silhouette mystérieuse apparaît. Ce géant utilise un Dendenmushi pour contacter quelqu'un.
La conversation est brève, mais lourde de sens. Il parle avec Gillingham. Cette révélation bouleverse l'équilibre des pouvoirs, confirmant qu'il y a un traître parmi les nobles d'Elbaf, entretenant secrètement des relations avec le gouvernement mondial. Les soupçons sur l'existence d'un traître sont désormais confirmés, et cela pourrait constituer une menace majeure pour les géants fidèles à leur terre natale. L'histoire revient ensuite à Luffy et Loki, qui attendent toujours leur repas tout en discutant tranquillement. Après avoir évoqué son idole, Rox d'Exebec, Loki commence à parler plus en détail des pouvoirs de cette légende. Selon Loki, Rox d'Exebec était un combattant parfait, un maître épéiste maîtrisant également les arts martiaux à main nue. Ce qui est le plus surprenant, c'est que Rox d'Exebec possédait plusieurs pouvoirs de fruits du démon. Dans chacun de ses assauts, Loki affirme avoir vu des pouvoirs différents. Il mentionne même que Rox d'Exebec transportait un sac rempli de fruits du démon comme un collectionneur. Cela rappelle à Loki un autre personnage, Uroika, également connu pour collectionner des pouvoirs mystérieux. Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c'est l'aveu de Loki selon lequel l'un des fruits du démon de Rox d'Exebec serait toujours caché à Elbaf. D'après diverses spéculations et indices, il est fort probable que ce fruit du démon soit dissimulé dans le monde le plus profond, un endroit qui a été englouti depuis longtemps et n'a encore jamais été exploré par quiconque. Cela concorde avec les informations précédemment révélées par Goldberg. Ce chapitre révèle encore plus de secrets et de conflits profonds à Elbaf, l'île des géants, qui est désormais devenue la scène principale du combat pour un changement mondial. Avec de plus en plus de personnages importants impliqués et des intrigues du passé qui commencent à émerger, il est clair que nous nous rapprochons du sommet de l'histoire de One Piece. Elbaf n'est plus seulement une île géante, mais le principal terrain de bataille pour renverser l'ancien monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime.